Bonjour à tous, donc sur la chaîne du microbiote. Aujourd'hui, j'ai l'immense chance d'avoir avec moi le docteur Lucie Ouetchoko. Docteur, bonjour. Bonjour, bonjour, comment vas-tu, Hicham? Ça va. Merci Ouais. beaucoup d'avoir accepté mon interview. Donc, ce que j'ai remarqué quand j'ai regardé un petit peu sur YouTube, en podcast. D'ailleurs, il y a un seul podcast quand on tape Lucie Ouetchoko. Donc, j'ai remarqué ton humanité et vraiment, je tiens vraiment à souligner ça parce que c'est Ok. c'est quelque chose d'important, je pense, pour toi et qui est lié sûrement à tes origines et à ce que tu as vécu dans l'enfance. Donc, toi, si enfin, si d'après ce que j'ai vu, en fait, ton allergie a commencé très jeune. Oui, en fait, j'ai essayé de remonter un peu pour comprendre, mais l'image que j'avais, c'était via des amis d'enfance qui me disaient toujours, oui, elle était toujours, il y a quelqu'un qui est venu en Europe, il a fait cette remarque, que tu avais toujours des mouchoirs et que je me mouchais toujours. Et c'est vrai parce qu'on a l'habitude, on oublie, on sait même pas que les autres nous voient et que ça les a marqués aussi, que cette fille à l'école, elle avait toujours des mouchoirs et tout ça. Et je suis allée plus loin avec ma maman pour comprendre, parce qu'elle disait toujours, oui, tu étais très malade quand tu étais petite, pour savoir quand. Et j'ai compris que de ma naissance, j'étais dans une ville différente à Yaoundé, mais on a déménagé dans une zone où il y a plus d'humidité. Parce que j'ai essayé de comprendre un peu les villes pour voir un peu quelle était la différence, pourquoi pas avant et pourquoi après. La ville de Konsamba, c'est une ville qui est près de la mer de Douala. Donc Douala, c'est une ville où il y a beaucoup de pluie, beaucoup d'eau. Et Konsamba, c'est vraiment une zone littorale, mais qui nous amène vers les montagnes. Et donc, tu vois la transition un peu, les montagnes commencent à partir de là où je vivais, donc il y avait de l'humidité. Donc, je pense qu'il y a un lien avec l'humidité. Je pense qu'il y a un lien. Donc, on comprend les moisissures, tu vois, les moisissures, l'humidité, voilà. Et puis les acariens ici, enfin, voilà. Mais en tout cas, j'avais 2 ans quand on est arrivé. D'accord. Et en fait, je me rends compte, je t'ai même pas encore présenté, j'ai dit ton nom, mais bon, comme si tout le monde te connaissait. Donc docteur Lucie Wetchoko, donc elle est urgentiste. Donc Oui. elle a quitté donc son poste un petit peu sur un coup de tête. Elle va nous expliquer un petit peu tout ça. Elle est donc aujourd'hui spécialiste reconnue un petit peu par hasard d'ailleurs au Oui, niveau oui. de l'histamine. Elle est donc aussi endocrinologue, donc elle reçoit en Belgique, donc en visio et en direct. Donc elle travaille aussi avec Fatima Armidi que j'ai eu la chance aussi de recevoir sur cette chaîne. Et donc en fait, donc tu es devenu spécialiste un petit peu par hasard, un petit peu malgré toi de l'histamine. Et je crois même que tu as eu un jour la visite d'une de tes consoeurs que tu croyais avoir donc en visio et qui était en fait derrière la porte, qui avait pris l'avion pour venir te voir. Oui, oui. C'est là où tu t'es dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Alors raconte-moi un petit peu tout ce cheminement. Oh, mais écoute, ça fait bizarre parce que j'ai déjà oublié, mais oh, ok, ok, Ah, je me ok. suis renseigné, hein, quand même. Oh, oh là là, il y a des trucs, ouh, là tu viens de loin là avec ça. Ah, ok. Mais en Tu fait, je sais vais que Google rectifier. n'oublie pas, hein. Oui, oui, non, mais franchement, j'ai oublié, franchement. D'abord, je vais rectifier. Donc, en fait, je suis médecin généraliste, OK, D'accord. et j'ai fait ce qu'on appelle le certificat de médecine aiguë, de brevet de médecine aiguë en Belgique. Voilà, en France, je crois qu'il y a d'autres noms. Et au début de cette formation-là, je viens de sortir médecin, et donc je l'ai faite, et donc j'ai beaucoup travaillé urgence, donc je continuais ma formation de nutri, j'avais ma médecine générale, et j'allais aux urgences. Voilà, parce qu'au début, tu commences la médecine générale, tu n'as pas beaucoup de clients. Donc, je faisais un petit peu comme ça les trois en parallèle. Et donc, en fait, parce que le titre, c'est important et ça crée des soucis. Donc, je n'ai pas le titre de médecin urgentiste comme ceux qui ont aujourd'hui un cycle de 5 ans ou de 4 ans de formation, D'accord. vraiment. Donc, j'ai beaucoup travaillé plutôt avec mon brevet de médecine aiguë qu'on avait dans le temps, avec lequel on a évolué. Voilà, donc c'est ça que j'ai utilisé. J'ai toujours jusqu'au bout, en fait, pour rectifier, parce que je sais que ça va facilement, les attaques. Et donc après, comme je suis quelqu'un qui cherche à comprendre, parce que je ne peux pas me focaliser sur un truc. Moi, c'est comme ça ma vie. Je crois que j'ai compris que je fonctionne ainsi. Donc, j'ai été formée chez Dr. Hertog. Donc, j'ai fait de 2010 à 2017. J'ai travaillé là-bas. Et j'ai toujours, déjà en 2000.
euh, 2000, les années 2000. Avec les changements qu'il y a eu, on ne savait pas très bien de 2000. Voilà, j'ai commencé en 2000, je suis docteur Etog. Et là, j'étais très fatiguée. C'est où j'explique que j'étais fatiguée et il était très dynamique et tout ça. Je me dis, waouh, mais bon, j'ai arrêté parce que je ne pouvais pas suivre, je n'avais pas la formation. Donc, j'ai fait cette formation de lui. Donc, le côté endocrinologue n'est pas spécialiste de l'endocrinologie comme on fait en médecine, parce qu'on doit faire attention aux termes qu'on utilise. Et donc, j'ai fait cette certification de médecine anti-âge, on va dire, du docteur Etog. Voilà, ce qui m'a permis de bien comprendre les hormones. Et comme moi, je suis quelqu'un de curieux, je suis une personne curieuse, donc j'ai approfondi. Voilà, donc je joue, je lis, c'est ça mon truc, c'est que mon cerveau, si j'ai bien compris aujourd'hui, il fait beaucoup d'interactions, en fait. Et donc, c'est comme ça que j'ai essayé d'aller beaucoup plus en profondeur dans la partie hormonale. Et j'ai compris aussi le lien de l'histamine, et on va arriver là-dessus, ce mix histamine et les conséquences hormonales. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment ce sur quoi on est en train d'aller petit à petit. Voilà, des conséquences de la charge en histamine élevée, de l'oxydation qui est créée dans notre corps. Et nos cellules sont des cellules qui sont là pour produire. C'est comme tu vas faire non, tu as un produit pour une action. On va dire ça comme ça. Et la cellule, elle est là peut-être pour produire la thyroïde, les hormones thyroïdiennes. Mais comme elles sont dans l'oxydation, il y a une diminution de la production. Donc, en fait, j'ai compris qu'il faut baisser l'histamine pour pouvoir aider la cellule à respirer un peu pour continuer sa production. Donc, d'où moi, instinctivement, je n'avais pas compris pourquoi j'étais allée voir le docteur Hedgehog. Mais non, j'ai remis tous les puzzles. Donc, j'ai D'accord. fait cette formation, ça m'a aidé à comprendre la cellule et la production hormonale. Puis, je suis revenue à moi et je me rappelle, j'ai dit au docteur Etog, je ne peux plus continuer parce que j'étais malade en fait. J'étais vraiment pas bien. Non, non, j'étais vraiment dans une situation où quand j'ai eu ce problème en 2014, j'étais plus bien. Ça devenait trop. Je ne supportais plus. Et il y avait des moisissures, il y avait des problèmes de moisissures au bas chez lui. Et chaque fois que je venais, j'étais malade. Et je ne comprenais Mhm. pas. Et donc, j'ai arrêté. J'ai dit, j'arrête, vraiment, parce que je pense qu'il y a eu une incompréhension par rapport à mon départ. Mais vraiment, j'ai arrêté là pour me reconstruire. Et c'est là que tu vois, tout s'est mis en place avec l'arrêt des hôpitaux, avec l'arrêt. Ça a été vraiment une cascade de changements. Vraiment. Aujourd'hui, je mets de l'ordre un peu dans tout ce parcours, hein. Oui, pour comprendre un En fait, peu ce que j'ai mis en place, ce que je n'ai pas compris quand j'ai mis en place et comment les événements m'amènent à aujourd'hui, en fait. Ouais. donc c'est un cheminement hein, que tu as Oui, parcouru, oui, notamment aussi un cheminement spirituel qui t'a aidé oui, à te construire. Et alors, ce qui m'amène à la question donc sur laquelle tu insistes beaucoup, que j'aime beaucoup, parce il y a le côté médical, médecin, produit, traitement, posologie, etc. Mais toi, tu insistes aussi, et ça, ce que ce que j'aime beaucoup, sur le oui, côté donc il faut affronter d'abord ses propres démons, ce que tu oui. appelles toi les épines dans sa chaussure. Oui. Sont... Ah, ça, c'est bien. Moi, j'adore ça. Et t'as compris. Ah oui, mais par contre, j'ai oublié sur le côté de notre consoeur. En fait, j'étais habituée à ce que les personnes qui sont à l'étranger, souvent, seront en visio. Et moi, j'étais là, j'étais en train de vouloir ouvrir le visio et on Mhm. sonne à la porte. Je me dis, bon, c'est qui cette personne? Bah, elle dit, ah, mais je pensais que vous alliez être en visio. Elle dit, non, j'ai pris l'avion. Mais en fait, et moi, j'étais là et elle est médecin. Elle Et est elle venait d'où? spécialiste Elle venait d'où? du Maroc. Du Maroc, d'accord, ok. Elle venait du Maroc. Et c'est pour ça que ça m'a surpris quand tu m'as dit, mais je revois l'événement. Et elle venait du Maroc. Elle est spécialisée. Quand tu avais écouté la vidéo, je crois qu'elle va Et vraiment. Et c'est là où tu t'es rendu compte que l'histamine commençait à te coller à la peau, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me dit Lutzi White Choco, tout de suite on oui, pense histamine. Ça c'est vrai, moi oui. j'ai toujours connu ça en fait. Mais moi, personnellement, c'est parce que je suis malade Tout à fait. que j'étais C'est ce un que j'ai peu découvert. animée, oui, que je racontais mon histoire, en fait. Au départ, vraiment, j'étais loin d'être ici ou comme ça. À un moment, ça a été fait. Et même aujourd'hui, hein, ce sont les gens qui me disent, donnent des retours, mais ils se rendent compte que mais elle est là. J'ai dit, mais écoutez, c'est vous qui me dites, en fait, non, non, je commence à prendre conscience.
je commence à prendre conscience, ne pensez pas. Mais c'est que au début, j'étais allée bêtement, comme ça, sans arrière-pensée, et je m'amusais, en fait, parce que avec les problèmes de la vie, tu es fermée, tu es toute seule, et j'ai commencé à écrire. Voilà, c'est un peu ça, en fait, mon histoire. Mais en fait, ce médecin, alors, c'est une femme, oui. Donc, elle me parle de son histoire. Et en fait, je me rends compte que je lui donne la réponse à ces questions que elle avait vu des spécialistes qui ne donnaient pas la réponse. Et c'était les anesthésies, anesthésie et maladie. Tu vois, elle avait toujours des réactions très vives aux anesthésiens et vraiment aller très loin. Et donc, moi, j'étais là, tout, oui, mais ça fait ça. Voilà, mais je me suis rendu compte quand je suis allée au Maroc, je l'ai appelée et elle est en train d'évoluer aussi. Si je ne me trompe pas, elle fait de la sophrologie en Ah, plus. super. Donc, vous voyez comment les choses arrivent et puis c'est un bascule un petit peu entre les deux. Hein. C'est pour soi, c'est pour soi. Et je viens d'une famille chrétienne vraiment très très forte. Hein. Côté maman, vraiment, c'est du catholicisme vraiment pur et dur, l'église le dimanche, hein, voilà. Et moi, j'étais plutôt rebelle. J'étais plutôt rebelle et je comprenais pas pourquoi. Parce que j'y allais, mais je suis pas quelqu'un qui récite. J'aime pas réciter ce que tout le monde récite. J'aime pas. J'aime pas. Genre, j'ai réécrit ma façon à moi. J'ai réécrit notre Père à moi. J'ai réécrit. En fait, ce que vous récitez tous les jours, moi, j'ai dit non. Moi, je vais faire ça. Moi, comme ça. Et en fait, c'est ça. Et on comprend pas. On dit, mais pourquoi tu ne fais pas faire comme les autres? Je dis, non, ça me passe pas. Je le sens pas en moi. Je sens que je dois écrire à Dieu. Avec lui, Dieu et moi, on va parler, on va dans le jardin de notre Père parce que c'est avec lui, tu vois, j'ai communiqué et j'ai gardé ça et j'ai évolué comme ça en me disant que je dois communiquer avec Dieu directement. Et c'est quelque chose qui m'a toujours, depuis petite, c'est pas aujourd'hui, ça fait partie de moi et j'avais peur de le dire. Et puis à un moment donné, j'ai dit non, je dois plus avoir peur, je dois réfléchir comme ça en fait. Et voilà, donc j'ai un peu adouci, j'ai un peu adapté, j'ai un peu compris les autres, mais j'ai compris que voilà, il fallait suivre ce chemin-là. Et quand je suivais ce chemin, les choses étaient bien. Alors, explique-nous un petit peu pourquoi on doit absolument lutter contre ces démons, on va dire, pour pouvoir avancer dans le chemin de la guérison. Ouais. Alors, toujours avec du recul, hein. Aujourd'hui, je suis plus mature pour comprendre les événements passés, si tu veux. En fait, j'ai compris que il y avait ce qu'on appelle le early life stress. Donc je ne connaissais pas. Je ne savais pas, je ne savais pas que les traumas de l'enfance qu'on a vécu avaient une influence dans notre corps. C'est vraiment important. Et même, je suis allée très loin et on a la coupure avec Dieu, quelque part. Parce qu'on rentre dans une forme de et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et puis, en fait, ça nous coupe de ce que nous sommes, en fait, quelque part, parce que et c'est pas bien. En fait, on doit plutôt prendre l'épreuve et puis savoir qu'on n'est pas seul face à l'épreuve. Mais ça avec du recul, hein, je dis bien, j'ai compris que à travers l'épreuve, on doit avoir cette force en nous pour dire qu'on va sortir de l'épreuve plutôt gagnant, en fait. Et que si on est malade, c'est qu'on lutte avec ce qui on est. En fait, c'était vraiment, hein, j'ai compris que on ne doit pas lutter, en fait. On doit juste accueillir l'épreuve et demander de l'aide, en fait, parce qu'on est capable de se prendre en charge dans toutes les situations, hein, vraiment, et de regarder différemment sans dire et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et ça nous fait du tort parce que les cellules mastocytaires, et là, on rentre dans la médecine. C'est pour ça que, en fait, on ne peut pas se désolidariser de tout ce qu'on est, en fait. Alors, Donc, les donc cellules mastocytaires, qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous regardent? c'est pour moi, je dis bien, je vais parler en tant que Lucie. D'accord. Je ne vais pas parler en tant qu'un médecin qui est rationnel. Je vais parler en tant que Lucie, la personne. Voilà. Donc, moi, j'ai compris que les mastocytes font partie de cette frontière entre l'irrationnel et le rationnel. C'est la cellule frontière, c'est la cellule sentinelle. C'est celle qui me fait signe quand ça ne va pas à l'intérieur de moi. J'ai compris. Et donc, je me suis un peu me suis approprié de cette cellule en me disant, OK, tu me parles, tu me dis que ça ne va pas.
Donc, il faut savoir ce qui se passe, en fait. Et alors, en cherchant, j'ai vu qu'il y avait un chercheur français, je ne sais plus le nom maintenant, mais j'en parle beaucoup de lui. Tu vois, quand j'ai pas beaucoup dormi, il y a toujours ce problème, je dois chercher les mots souvent. Voilà, donc lui, il dit que en fait, on a une mémoire chronologique. Mais ceux qui ont vu médias, vous les avez. Donc, il y a cette mémoire chronologique. Et donc, quand tu as un événement qui est là, cet événement va réveiller la mémoire chronologique. Et ça va te mettre dans une situation d'angoisse ou de peur ou de stress, de panique. Voilà. Et donc, dès que tu es en angoisse, peur, stress, tes mastocytes s'activent. Parce que tu n'as pas nettoyé ta mémoire chronologique. Donc, un bébé, par exemple, il y a une maman qui m'a dit, mais mon enfant, elle me dit que j'ai fait une fausse couche. Mais cet enfant n'est pas au courant. Mais en fait, cet enfant était des jumeaux et le premier est parti. L'autre est parti. Mhm. Mais l'enfant le sent. Et il est adulte, il dit, oui, maman, tu as fait une fausse couche. Mais en fait, il y a déjà, à 4 mois intra-utérin, on a déjà une mémoire chronologique qui se met en place. Et on peut le réveiller. Oui. Donc, voilà, donc en fait, le bébé à 4 mois, il a déjà mis en place cette mémoire. Et dans tout le vécu intra-utérin, il y a déjà des choses qui se mettent, des éléments qui se mettent en place et que pour un rien, ça se réactive. En fait, et ça met la personne en état de stress. Et on sait que Mhm. le stress active l'histamine. Tu peux avoir des reflux, tu peux te gratter, tu peux avoir de l'insomnie, tu peux avoir de la tachycardie. Donc, tous les symptômes qui sont liés à cette molécule que j'ai mis au centre en me disant, OK, j'ai compris. Quand je ne suis pas bien parce que je suis dans ce côté irrationnel, j'ai mon activation mastocytaire et je produis de l'histamine. L'histamine a des plaintes multisystémiques, donc insomnie, reflux, urticaire, cystite, un peu réaction, voilà, de petites choses comme ça, diarrhée. Donc voilà, et purine, j'ai déjà dit, voilà. Donc j'aurais des réactions multisystémiques. Et là, je me dis, mais en fait, des plaintes multisystémiques pour lesquelles on dit aux patients, ben, on n'a jamais tout ça en même temps. Ben oui, mais quand je reviens au Lucie médecin, je dis, mais c'est vrai que quand je suis aux urgences, il y a des gens qui sont venus avec des plaintes un peu partout. On dit, mais on ne peut pas avoir tout en même temps. Ben oui, en fait, oui, on peut avoir tout en même Mhm. temps. Donc, la personne qui est venue te voir aux urgences avec des plaintes multisystémiques liées à la sensibilité mastocytaire, liées à son stress. Et nous, on va dire, c'est dans ta tête. Mais oui, c'est dans sa tête. Mais c'est parce que il a tout ce truc qui est dans sa tête, qui rumine et qui n'a pas encore enlevé. Mhm. Et qui est réveillé par des stimuli qui sont simples de la vie. Ça peut être un chocolat que tu as vu qui te rappelle quelque chose que tu ne sais pas pourquoi. Ça peut être une dame qui vient avec des tresses qui ressemble à quelqu'un qui dit, oh là là, oh, c'est pas elle. En fait, il y a une alerte, il y a une alarme, tu vois, un peu comme ça que, oui. Ouais. C'est pour D'accord. ça que je pense que si tu as cette vision-là que tu as observée de moi, tu as raison. Euh, donc, j'ai ce côté-là que j'ai beaucoup travaillé en travaillant sur moi. C'est ça qui m'a aidé à me recentrer parce que Mhm. j'ai mis de l'ordre dans le côté irrationnel et j'ai vu que le côté rationnel était plus calme. Et je me suis dit, OK, je suis médecin, je suis rationnel, mais il y avait une part de moi qui était irrationnelle. Mais quel était D'accord. le lien entre les deux? Ce sont les cellules immunitaires. D'accord. Est-ce que cette partie irrationnelle, on va dire, c'est celle qui t'a permis de comprendre que ton frère, qui est décédé malheureusement, Mhm. avait l'autisme? Oui, il me connaît très bien, je vous dis, hein. Waouh! On n'a pas préparé cette réunion. On n'a rien préparé, mais je me suis préparé parce que je tenais absolument à mieux connaître le docteur Wetchoko, donc Lucie, avant de Oh, l'interviewer. Et j'ai wow. découvert vraiment beaucoup de choses et j'ai dit, ah là là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire et je vais essayer vraiment voilà, En tout de cas, discuter avec merci. elle pour savoir parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Il n'y ait pas que le côté, ben voilà, si vous avez histamine, vous prenez antihistaminique et puis vous prenez ci, oui. Et on va parler bien sûr de quercétine et de. Mais voilà, ce qui est important aussi, c'est le décor. Tu parles beaucoup de maison et tu donnes beaucoup d'analogies avec la maison.
Et c'est vrai que la base, quoi, c'est la base. Et puis c'est tout le décor de la maison. Ouais, Et ouais, après, une fois qu'on n'a pas les murs, après, on peut déménager. ouais. On déménage pas Ouais. dans une maison tant qu'elle n'est pas finie d'être construite. Mais non, Et non. là, je te paraphrase parce que ça, c'est toi qui parles beaucoup de maisons Mais, et de feux et de choses comme ça. waouh, je peux vous dire que Hicham m'a bien cerné, hein. Waouh, ok, 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 on y va alors, oui. En fait, mon frère, mon petit frère, il est né, parce que entre nous, les sœurs, on a 5 ans d'écart, en fait. Et mon frère est né, par rapport à ma sœur, je pense qu'ils ont 11 ans d'écart. Donc, tu vois déjà l'écart qu'il y avait entre nous, vraiment. Et j'étais déjà en terminale, première terminale, quand il est né. Voilà, c'était cette zone, cette transition-là. Et il était très beau petit garçon, mais qui bavait, tu vois. Il est très beau, tu vois, vraiment. Et il avait, je vous la bouche ouverte. J'ai compris ça vraiment après, les problèmes d'autisme. Mais j'ai compris ça 1 an avant sa mort. Même pas 1 an, peut-être même pas 6 mois. Pour vraiment, vraiment donner ce nom, de dire autisme. Voilà. Bon. Et je regardais comment il faisait, comme il était toujours en train de baver. Et puis, il a eu du mal. Et puis, il n'a pas marché tout de suite comme tout le monde. Enfin, mais il était beau, hein, toujours. Mais c'est quoi ce truc? Il ne parlait pas. Et voilà. Bon. Maintenant, j'ai compris que dans ma famille, on a un terrain allergique. Voilà, donc on a ce côté-là et on ne nous a pas appris le lien allergie-autisme. C'est maintenant même que je pense que tout le monde peut le dire aujourd'hui, mais dis-toi qu'avant, on n'avait pas ça. Mhm, En fait, le terrain allergique favorise l'autisme parce qu'il y a une neuroinflammation. Et que ce que j'ai compris, c'est que cette neuroinflammation chez un enfant, c'est d'abord le neurosensoriel. Parce que l'enfant, quand il naît, les premiers nerfs qui sont les plus présents, c'est le sensoriel. Donc, tout ce qui est la vue, le gustatif, c'est vraiment ça. En moteur, c'est beaucoup plus la mastication, la succion qui est importante, et bouger la tête pour prendre de lait, pour prendre la tétée. Voilà, donc ce sont les mouvements qui sont très forts, la succion et le nerf 11 pour tourner la tête, le spinal. Donc, j'ai vu ça. Et puis, le nerf 10, c'est le nerf qui donne les reflux chez l'enfant. Si on a beaucoup de reflux, c'est le vague, c'est le nerf 10. Donc, qui donne la bronchoconstriction et les reflux. Donc, je dis, mhm, mais tous ces nerfs, premiers nerfs de l'enfant, et mon frère ne parlait pas. Il avait du mal. Il avait du mal à téter. C'était le 12. Mais quand j'ai compris comment tout se met en place en fait, en fait, en intra-utérin, à partir de 4 mois, c'est là que le cerveau commence à préparer l'enfant pour sortir et téter directement et que tous les mouvements de la tête, de la rotation doivent être parfaits et que certains enfants vont naître en hyperextension ou un peu penchés d'un côté, tu vois, parce que le nerf spinal ne va pas. Et qu'ils étaient en hyperextension, ils ont bloqué la base du crâne. Et quand tu bloques la base du crâne, les nerfs sortent, mais ils ne sont pas bien. Et donc, ils n'ont pas vraiment une bonne formation de cette partie-ci. Et ils ont du mal à téter, voilà. Et après, la parole aussi. Et ils ont des problèmes gustatifs avec le nerf 5 et le nerf 7 et le nerf 9 et 10 en postérieur de la langue. Donc, ils ont des problèmes de diversification alimentaire. Donc, une fois que tu as compris ça, tu te dis, mais oui, le neurosensoriel, c'est la perception. Ils ont une mauvaise perception des choses et donc ils peuvent être en situation d'agressivité parce qu'ils ne comprennent pas, parce que la perception a été touchée. Ils ont des troubles de l'équilibre un peu, ils sont, voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai objectivées, que j'ai vues autour. Et dès que j'ai compris, c'est en 1980 qu'on a commencé à étudier les récepteurs H3 de l'histamine. Mais c'est maintenant que on voit vraiment l'impact du récepteur H3. Donc, quand il y a une neuroinflammation, le récepteur H3 est activé. Et quand il est activé, la dopamine chute, la noradrénaline chute, la sérotonine chute, la glutamate chute, le GABA chute. Et donc, c'est une neuroprotection, mais ça t'empêche de travailler. Et donc, ces enfants sont en neuroinflammation. Ils ont le lactate aussi qui est produit. Et le lactate, au niveau du cerveau, c'est bien en petite quantité, mais quand tu as trop de lactate, ça devient neurotoxique. Donc, en fait, on se retrouve dans une situation d'hypoxie, de neuroinflammation chez ces enfants-là. Et donc, il faut les aider. Et le stress de début de vie crée une perméabilité d'intestin. Tu vois qu'on arrive. Donc, parce mhm. que les cellules sont perméables.
Ouais, donc j'ai compris mon frère. Et j'ai compris que le early stress jouait sur le développement de l'enfant. Il y avait des retards pubertaires, il y avait des retards de croissance dans ce développement. Donc, normalement, le mois prochain, je devais faire un, une conférence sur le early stress et les conséquences, fertilité et tout. Mais je pense qu'on va le faire différemment parce qu'on est en retard par rapport à la sortie de mon website. Voilà, donc ça fait que bon, ça ne sert à rien de le faire. Il n'y aura pas le temps d'en parler. Donc, ce sera postposé. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est ça. Donc, c'est vraiment d'amener à comprendre l'impact du oil of stress sur le retard staturo-pondéral de l'enfant, sur le retard pubertaire de l'enfant et les risques d'avoir des problèmes de fertilité. Et ça, ça se voit vraiment. C'est vraiment, tu regardes oil of stress, tac, tac, ça se voit. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est cohérent. Donc, pour moi, ça ne m'étonne plus cet autisme qui démarre avec les enfants d'aujourd'hui. Il y a beaucoup. Ouais. D'accord, d'accord. Merci beaucoup pour cette explication. Et donc, tu sais que tous les deux, on a un point commun, on est tous les deux asthmatiques, en fait. Donc, moi aussi, OK. comme toi, j'ai fait beaucoup d'asthme quand j'étais jeune. Ouais. D'ailleurs, j'ai été donc interne en prématernelle parce que je pouvais plus rester à Rabat et c'était beaucoup trop humide. Et je faisais comme toi, des allers-retours incessants avec mes parents aux Hospital. urgences pour Oui. l'oxygène, etc. OK. Et donc, j'ai été interne et c'est ce qui a commencé un petit peu à aller mieux. Et donc là, on va rebondir effectivement donc OK. sur l'histamine la dégranulation des mastocytes. Ceci. Alors, explique-nous un petit peu comment la relation, on va dire, entre un bon microbiote ou un microbiote sain et l'histamine. Comment on fait pour éviter d'avoir trop d'allergies ou du moins comment se passe ce phénomène d'allergie? Mais en fait, le point de départ, c'est si tu comprends que les mastocytes, ce sont des cellules sentinelles un peu. Ça fait partie des cellules sentinelles. Et donc, la communication de la lumière intestinale avec les cellules qui sont en dessous des cellules épithéliales, il y a un lien clé, c'est l'acide rétinoïque. Donc, tu as l'acide rétinoïque qui est un élément important de signal de ce qui se passe dans la lumière et ce qui se passe au niveau de la sous-muqueuse, en dessous. Et tu as les cellules dendritiques aussi qui envoient les antennes pour Mhm. aussi aller tester, mais ces cellules dendritiques sont aussi liées à la sensibilité à l'acide rétinoïque. Là, Donc, ce tu que parles j'ai de ce qui se passe compris, au niveau du microbiote. oui, voilà. Donc D'accord. vraiment, déjà, on voit que l'enfant et la mère, il y a une place dans le début de vie qui est vraiment important, c'est la vitamine A et la DAO. Voilà. Donc j'ai compris que pendant la grossesse, la maman a beaucoup, beaucoup de DAO. Et dans le lait maternel, le colostrum, il y a une Alors, charge élevée en La DAO. DAO pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que c'est? La DAO, c'est la diamine oxydase. C'est Mhm. l'enzyme qui va dégrader tout ce qui est amine, polyamine, donc histamine, surtout ceux-là. Histamine, polyamine, la putrexine, voilà, donc c'est cadavérine, ces deux-là surtout. Et puis, il y a une partie un peu des spermines, mais pas, c'est la forme primaire. Il y a la forme primaire, la forme secondaire. Donc, voilà, donc on voit bien que cette DAO a une place importante et les polyamines sont là pour la réparation tissulaire pour la membrane. Voilà, ils vont aider dans ce sens-là. Et l'histamine, en fait, elle va apporter du H2O2 au niveau de la muqueuse et ça permet de tuer des bactéries. Voilà, donc il y a vraiment un lien. L'histamine n'est pas mauvais en soi, hein. On a Mhm. besoin d'un peu d'histamine. Elle régule un peu, elle va aider, mais c'est quand c'est trop. Quand elle n'est pas suffisamment dégradée, donc elle va créer cette hyperperméabilité même avec ou sans gluten, on s'en fout. Elle crée une hyperperméabilité parce que soit tu actives des mastocytes ou parce que tu apportes trop d'histamine au niveau de cette flore. Mais l'enfant, c'est important parce que c'est le début de vie qui va vous donner la possibilité d'avoir un pool de cellules immunitaires plus importantes, en fait. Parce qu'on peut démarrer un petit pool comme on peut démarrer avec une grande. Parce que quand tu as assez de cellules lymphocytaires, tu vas te débrouiller mieux. Mais il y a d'autres qui n'ont pas beaucoup, ils ont du mal à se Mhm. débrouiller. Et donc, la vitamine A, donc son dérivé actif, qui est l'acide rétinoïque, a une place importante au niveau des cellules épithéliales, puisqu'elle fait partie de tout ce qui est muqueuse épithélium, voilà, pour aider dans cette relation microbiote et intestin. Et on voit que dans les études, on voit que la vitamine A va stimuler l'acide rétinoïque, c'est important que son dérivé actif, va stimuler la production du fucose.
Et donc, ce fucose-là, quand il est stimulé par les ICL22, oui, voilà, et donc, la cellule épithéliale va fabriquer le fucose qui va se fixer directement dès la naissance au niveau de la muqueuse. Et donc, ce sont les bonnes bactéries qui mangent ce fucose qui deviennent notre ami. D'accord. Oui, donc en fait, le microbiote, il faut en fait pour qu'il y ait une harmonie entre les deux, parce qu'on a besoin du microbiote, on a besoin des bactéries. Mais en fait, ceux qui sont nos amis vont manger ce sucre et créer une forme de synergie entre les deux. Donc, on ne peut pas détruire nos bactéries. On a besoin d'eux, mais c'est la façon dont on fonctionne avec eux et ce qu'on va donner aussi, parce que ce qu'on va manger va influencer aussi. Mhm. Donc, voilà. Donc, c'est cet équilibre qu'on doit avoir entre notre pensée qui peut créer la perméabilité, tu as compris, avec les mauvaises pensées et l'activation mastocytaire et la perméabilité, ou alors je mange mal, j'apporte des mauvaises bactéries parce que ce que je mange va engendrer des mauvaises bactéries, mais ça va aussi créer la perméabilité. Voilà. Donc, on peut se retrouver dans une situation de mauvaise alimentation et de mauvaise pensée. Dans les deux ensemble vont créer un microbiote qui va exploser. Et donc, on aura des soucis de santé, on commence à avoir des douleurs articulaires, on commence à avoir des petits problèmes de santé. Et donc, pour lesquels je pense qu'il faut vraiment apporter une prise en charge qui soit holistique. Donc, d'où la partie que je n'oublie jamais, que je dis toujours, avant d'attaquer le microbiote, pensez aussi. Et là, je vais revenir à quelque chose qui est important. Et franchement, j'ai des amis roumains. Ils sont très, très chrétiens. Enfin, ils sont de façon, voilà, orthodoxes. Donc, ils sont très forts en religion et tout. Et en discutant avec certains, il y a eu elle a quitté un groupe, on va dire ça, on va dire un groupe. Et je lui dis, tu sais quoi? Tu es malade parce que quand tu n'étais pas bien dans ce groupe, tu as pu avoir des bactéries qui correspondent à ton état. Mais quand tu quittes le groupe et que te, tu te distancies et que tu veux créer une pensée différente, le microbiote est encore comme avant. Mhm. Donc, tu vas être en conflit entre ta pensée qui veut évoluer et ton microbiote qui te ramène à la mauvaise pensée. Elle était malade. Et non, mais franchement, elle était malade. Et elle me dit, Lucie, tu sais quoi? Quelqu'un lui avait dit, tu sais, tu vas être malade. Parce Mhm. qu'elle est sortie pour évoluer, mais elle n'a pas compris qu'en cherchant à évoluer dans la pensée, tu avais déjà une niche bactérienne qui correspondait à la pensée que tu avais avant. C'est pour ça que moi, je dis à certaines personnes, je veux bien faire la transplantation fécale, mais je vais changer ma pensée. Parce que quand tu vas changer la transplantation fécale, tu as la pensée qui continue à animer ton microbiote. À un moment donné, quelque chose va se passer. Tu vas rejeter. Donc, notre microbiote et notre pensée travaillent ensemble. Mais c'est pas parce D'accord. que tu changes le microbiote que tout va bien. Mhm. Tu dois changer la pensée. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que c'est pas parce que tu prends les produits, nanana, j'ai fait ça. Oui, j'ai vu Mhm. tel thérapeute, il m'a fait ça, mais ça revient. Mais non, t'as pas changé la pensée. D'accord. Quand on est Bien. rationnel, on regarde que les bactéries, le Lyme et les machins, les ceci. Mais non, mais le Lyme était là pas pour rien, hein. Il y a des gens qui ont le Lyme, mais le Lyme s'en va. Euh, Mhm. Pourquoi tout le monde ne garde pas le Lyme intratusculaire? Mhm. Et donc, Hein. toi, si je comprends bien, est-ce que c'est une des raisons qui font que tu manges beaucoup cru, si j'ai bien compris? Ah, le problème avec moi, c'est même pas que je mange cru. En fait, il y a une période de ma vie, quand j'étais en pleine recherche, vraiment, j'ai été très, un peu, j'étais rigide, hein. Donc, je mangeais bio, pur, vraiment, mais mon fils me regardait en disant, normalement, voilà. Donc, j'ai eu une période, hein, j'ai eu une période, mais en fait, j'étais malade. Parce que, en fait, en fait, je me sens plus carnivore finalement même. Tu vois, je me sens plus carnivore. Keto, mais pas un keto malbouffe, tu vois. Un keto qui est dans les acides gras, oméga 3, tu vois, tout ça. C'était vraiment Mhm. ça, vraiment. Donc, je suis beaucoup dans le cru, dans les poissons.
Mhm. Mais avant, je mangeais beaucoup de fruits, de trucs salades, mais ça m'a fait du tort parce que j'étais pas à l'écoute de moi. D'où même j'ai toujours dit, il y a des années, j'ai toujours dit, votre régime correspond à votre pensée. J'ai toujours été comme ça. Pour moi, tu peux changer, tu peux travailler, tu peux faire le végétalien comme les autres. Mais tant que tu n'es pas dans la pensée, qui est dans la pensée vraiment élevée, tu auras du mal. Pour moi, pour être carnivore assis, ancré, oui. Mais si tu es quelqu'un qui croit toujours qu'il faut s'élever, il faut machin, oui, tu peux être végétalien parce que tu n'es pas dans l'ancrage à la terre et tout. Voilà, c'est vraiment, moi j'ai toujours regardé un peu comme ça que je fais attention à tous ces régimes qui sortent et que chacun a son énergie, a son histoire, a son vécu et aura une alimentation qui correspond. Il faut pas imposer spécialement. Il faut que la personne s'écoute. On dit, mais on dit, écoute-toi et tu vois ce qui est bien pour toi. C'est vraiment là parce qu'on ne s'écoute pas assez et on fait ce que les autres nous demandent de faire. Alors que moi, je dis non. OK, même si je te donne des indicateurs, mais c'est toi qui es chez toi, tu dois écouter et tu vas noter et on va voir un peu qu'est-ce qui est proche de toi. Tu vois, les antigènes, hein, tu comprends, sur les aliments, il y a beaucoup de choses hein, voilà, que selon notre énergie, comment nous sommes, on peut manger des aliments bons comme des autres, mais ça ne marche pas. Bah oui, je suis désolée, hein, mais ça, c'est notre environnement énergétique. Il y a des gens qui font du végétalien, ils sont très bien, ça leur va bien, et d'autres, ils se dégradent. Mhm. Donc, il faut Et faire alors, attention. Moi, je trouve qu'il faut s'écouter, écoutez-vous. Il faut s'écouter. Ouais. Bon, d'accord. maintenant, je mange cru. Attends, je mange cru par rapport aux viandes, en fait. Par rapport aux viandes, aux poissons gras, tout ça, oui. Je mange, ça me fait du bien. Je me sens vraiment bien avec ça. Oui. D'accord. Et donc du coup là on a beaucoup parlé donc de d'équilibre donc du microbiote par rapport à et de l'allergie par rapport à l'enfance et aux enfants. On va parler un petit peu de l'autre côté. Quand on commence à prendre un petit peu d'âge et que le microbiote est un petit peu moins bon, un petit peu moins effectif et que voilà donc les choses commencent un petit peu à se dégrader avec l'âge. Donc du coup qu'est-ce que tu peux conseiller dans ce cas-là pour éviter donc d'avoir trop de soucis donc d'allergie ou des choses comme ça, parce qu'on voit quand même que l'allergie est un phénomène qui explose quand même un peu Oui, oui, dans nos sociétés. oui. Moi, je le vois bien à travers le comptoir où les antihistaminiques, c'est devenu, avant c'était saisonnier plus ou moins, maintenant c'est Maintenant, c'est tout. systématique. C'est Oui. systématique. Donc on voit bien que ça, il y a une sorte d'explosion. Alors je me demandais si on pouvait agir sur notre alimentation, sur le microbiote. Je sais que tu parles aussi beaucoup de marche, qui est vraiment Oui, importante. oui. Tu parles aussi beaucoup de jeûne intermittent. Voilà. Donc est-ce que c'est des choses, comment on peut combiner tout ça pour que quand on commence à prendre de l'âge, eh Ouais. bien on équilibre, on se sente mieux, on se sente bien. Alors, juste un élément pour continuer dans cette voie, c'est que je t'ai parlé de la vitamine A. Bon, en fait, quand on a un déficit en acide rétinoïque, on va dévier l'immunité vers la voie ICL2. C'est la voie où il y a les mastocytes, les eosinophiles, tu vois, les basophiles. Donc, c'est cette voie qui va être prioritaire, qui va être dominante chez toi. Et donc, ça fait que c'est elle qui va être plus activée. Et donc, ces personnes en évoluant, ce sont ceux qui sont très réactifs. Voilà, donc ils auront des eosinos, des basophiles, tu vois, ils vont augmenter à 1%, 2%, tu les vois vraiment, oui, ils sont vraiment dans cette voie-là. C'est la voie antiparasitaire, hein, c'est la voie allergique, donc c'est leur voie de fonctionnement. C'est pour ça que dès le début de la vie, et j'insiste pour les jeunes mamans de maintenant, que c'est vraiment attention à tout ça. C'est vraiment une place importante pour le début et la suite. Voilà. Donc, une fois que c'est dit par rapport à ça, donc, et que j'ai travaillé mon stress, voilà, on a mis de côté, on a travaillé, mais on évolue jusqu'à 25 ans. Donc, en fait, tout enfant a cette évolution du cerveau, donc il part du cerveau reptilien au cerveau limbique et au cerveau cortical. Mais cette évolution vers le cortical et qui te permet de dire j'ai et je suis capable de choisir mon alimentation, c'est très important le jeu, tu vois, le jeu parce que c'est ce jeu-là qui va déterminer ton microbiote. Mais tant que tu seras dans le limbique, où tu es comme les autres, c'est pas pareil. Donc, en fait, dans notre développement, le cerveau limbique, c'est le cerveau de l'apparence par rapport aux autres, de jeu, de société, j'appartiens à un groupe, voilà, tout ça. Et tu ne te détermines pas
toi par rapport à toi, c'est par rapport au groupe. Donc, tu vas être un petit peu d'un microcrobe qui sera plus proche du groupe, mais pas de ce que toi, tu es. Donc, en fait, on doit évoluer jusqu'à un moment donné où on devient vraiment la personne qui est capable de dire je suis capable, je peux ne pas manger, je peux, tu vois, il est vraiment, lui, il va avoir un microbiote très différent. Parce que ça, c'est là où tu vas montrer que même si je suis dans un groupe, je suis capable d'observer le groupe et de dire non, ça je fais pas, ça je fais pas. Ça, tu vas avoir une influence sur ton microbiote. Parce que tu es quelqu'un qui est clair, qui est aligné et qui sait ce qui est bien ou pas bien pour lui. Et qui ne va pas faire tout comme le groupe. Là, tu vas changer ton microbiote, tu vas aller vraiment dans quelque chose de plus solide, de plus fort, de plus ancré et moins de réactions. Parce que tu as appris à te distancier de l'émotion. Voilà. Donc, il y a le microbiote de l'émotion, je dirais, et le microbiote de la personne qui est alignée en tout temps. Voilà. Donc, une fois que tu as compris ça et que tu te dis, ben, tu dors bien déjà, tu arrives à dormir dans les heures qui sont importantes, qui sont des heures entre 22 heures et 6 heures, ce sont des heures importantes pour le foie, toi, tu sais bien, pour le foie et pour tout ça, ce sont les heures où il faut dormir. Moi, en tant que gentil, je ne pouvais pas. Et ça m'a, j'ai eu des torts parce que j'ai changé mon microbiote. J'ai compris Mhm. que ça n'était pas bien pour moi. Et donc, voilà. Donc, ça, le message était bien passé. Voilà. Donc, j'ai dû arrêter. Et que le matin, quand instinctivement, j'allais marcher, je ne comprenais pas, mais c'est l'instinct qui était là. Donc, tous les matins, j'allais marcher. Et je disais, c'est pas possible, je suis bien. Et toute la journée, j'étais bien. Et je contrôlais mieux mon alimentation. Donc, il y avait plus de dopamine, en fait. Il y avait plus de dopamine, puisque l'histamine fait baisser ta dopamine, pas les récepteurs H3. Donc, plus je vais aller marcher le matin, plus je vais augmenter ma dopamine. Et donc, je vais être mieux dans mes choix. Je vais mieux contrôler. Et donc, ça, c'est pour ça que je dis, donc, la pensée, ce côté-là, va déterminer mes choix alimentaires. Et même de manger peu. Tu vois, donc, tu vas pas me manger beaucoup, parce que tu n'es pas dans l'émotion. Mhm. Tu vois, quand tu es dans l'émotion, tu manges plus. Et quand tu es dans l'intellect, la décision, tu mâches 20 minutes, c'est fini, ah ben j'ai plus faim. Mais en fait, c'est parce que tu es bien. Et donc ça va influencer le microbiote. C'est ce que je peux vraiment dire aux personnes, c'est d'apprendre à se distancier de l'émotion et pour permettre d'avoir des journées plus calmes, plus posées et ne pas être perturbé par tout ce qui est extérieur qui vient parasiter ta vie, ta journée de travail, en fait. Et alors, à ce moment-là, tu prends ton petit déjeuner correctement, tu vas voir, tu vas choisir les protéines. Ça, c'est sûr. Quand tu es bien et que tes trucs, tu vas prendre des protéines de façon instinctive. C'est vraiment simple. Ça se fait simple. Tu n'as même pas besoin de discuter avec le repas. Dans l'émotion, on va prendre la douceur. Oui, ça va, oui. Et donc, après, tu as le midi, tu vas te su que tu es bien, tu vas attendre 4 heures avant de manger ou 5 heures. Et donc, on peut déjà dire que quand je suis bien, je peux manger à 8 heures, à 13 heures et à 18 heures. Et entre-temps, tu bois de l'eau ou alors tu peux dire à 17 heures, je mange mes fruits. Donc, 17 heures, c'est l'heure où tu peux manger du sucré et vraiment bien sans perturber l'insuline. Parce que l'insuline du matin, tu vois, ça a un impact déjà Mhm. sur le reste. Parce que l'insuline, trop le matin, c'est pas bon pour toute la journée. Mais par contre, 17 heures, c'est bien pour dormir. Plus tu as l'insuline, tu dors mieux le soir. Donc, on peut un peu changer le rituel et le soir, manger plus des graines, des céréales, voilà, des tubercules et des légumes. Et je me souviens toujours d'une personne, c'était au Cameroun, qui avait vraiment forte obésité, il a mis en place des tubercules africains le soir avec des légumes, comme j'avais dit, il a perdu du poids. Il ne mangeait plus de protéines animales le soir, il mangeait que des tubercules et des légumes. Mais ça a changé sa vie. Et ça m'a fait. J'ai dit, ouais, c'est comme ça que je commençais à dire, voilà, donc juste ça le soir, et Alors, c'est mieux, on avis à dort ceux qui mieux. veulent perdre du poids, Oui, mais il faut manger bien plus de sûr. protéines le matin. Voilà. Mhm. Oui, et les tubercules, ça change aussi avec les types de fibres, hein. C'est de l'amidon résistant aussi, tu vois. Donc, c'est pas mal, donc ça peut aider. Donc, on reviendra sur l'amidon résistant parce que ça fait partie de ça Mhm. aussi. Et cette personne a été vraiment bien. Donc je me dis, ben, son foie était mieux. Donc, il a la digestion meilleure, il a dormi mieux. Et donc, son système s'est mieux mis en place. Donc, Mhm. il a pu facilement perdre du poids. Bon, en bougeant le matin en plus, après, voilà. Donc, moi, j'ai mis ça en place en me disant, si tu fais du jeûne intermittent, ton foie élimine mieux. Mhm. Mais c'est pas manger tard le soir, c'est manger tôt le matin
et ne pas manger tard le soir. C'est ça le jeûne intermittent que je propose. Ce n'est pas de manger un repas le soir, mais mange Mhm. un repas à 16 heures, par exemple. À 16 heures, c'est l'heure idéale ou 15 heures. Tu manges une fois et puis ça te permet de tenir. Mais par contre, manger à 20 heures, non. Il y a des risques cardiovasculaires chez les personnes qui font ça, manger le repas le soir et ne pas manger la journée. Voilà, donc Mhm. je pense que s'il y a un idéal pour ceux qui veulent faire un repas, c'est vers 16 heures. Comme ça, tu tiens pour tout. Voilà, et le matin, tu te réveilles, tu peux attendre. Mais c'est mieux de faire deux repas ou trois avec des fruits un petit peu pour ceux qui aiment bien les fruits. Mais là, vous allez avoir vous allez toucher à tout en fait. Vous aurez des fruits vers 17 heures, vous aurez des tubercules le soir avec des légumes cuits, pas crus, mais peut-être de cuits, et le cru peut-être à midi. Voilà. Et vous avez toute la gamme nutritionnelle, le cru, le cuit, les tubercules, les protéines animales pour ne pas manquer voilà, pour pouvoir harmoniser. Et on mangera moins de protéines animales puisque si tu prends des œufs le matin ou tu prends une salade de poulet le matin et qu'à midi, tu n'es pas en excès de protéines animales. Franchement, Mhm. voilà. Et que le soir, tu es végétalien, ça marche. Et à 17 heures, tu prends peut-être un petit fromage blanc avec des fruits pour ceux qui tolèrent. Voilà, pourquoi pas. Et ça va harmoniser le microbiote puisque c'est un peu de tout là-dedans. Voilà ce que je proposerais et ne pas manger transformé beaucoup. Voilà, voilà. Donc, si on arrive à faire ça, je pense qu'au long cours, on peut gagner sur 6 mois quelque chose de bien. Voilà, il faut prendre le temps de renforcer ce microbiote au moins 6 mois. Et après, ça va rester plus longtemps. Mais si vous changez avant 6 mois, il ne s'installe pas bien. Donc il faut favoriser ça. Dans la marche, le sommeil, être aimé. Ça, j'ai compris que quand il y a de l'amour aussi, ça va être Mhm. positif sur, voilà, s'il y a l'échange. Hein. S'il y a l'échange, voilà, c'est un effet positif dans le corps. Donc, voilà, on a des bonnes endorphines. Et ça aussi, ça aide aussi dans la modulation du système immunitaire. Voilà. Voilà ce que je proposerais. Je pense que j'ai abordé le C'est sommeil, la mastication. c'est complet, La, c'est vraiment très la complet. mastication, voilà, Mhm. j'ai dit, je pense, oui, voilà. Donc, si on arrive à faire ça, vraiment, vous allez évoluer vraiment bien. Mais n'oubliez pas que la pensée, la cohérence avec soi, aide aussi dans le microbiote. Tout à fait. Alors, Voilà. dernière question, Lucie Wetchoko, c'est vraiment passionnant. Mhm. Quelle est la place de Saccharomyces boulardii dans votre pratique? Alors, Saccharomyces boulardii, il a un effet, en fait, il contient les polyamines, en fait. Il contient la spermine et la spermidine, qui sont, en fait, les polyamines qui favorisent la réparation tissulaire. Donc, la réparation de la muqueuse intestinale après les diarrhées. Donc, c'est pour ça que l'histamine, il faut le Saccharomyces boulardii, parce que ça facilite cette réparation tissulaire. Et l'amidon résistant, qui revient alors ici aussi, l'amidon résistant permet de diminuer l'histamine fécale aussi. Voilà, donc vous diminuez l'histamine fécale, le Saccharomyces boulardii aide à la Alors, l'amidon réparation résistant, tissulaire. c'est quoi pour ceux qui nous regardent? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est les fécules Mhm. de tubercules, les fécules de maïs ou de noix. Il y a une qui est pas mal, la noix tigrée. Elle n'est pas très connue, mais je trouve que je teste en ce moment, c'est pas mal. Vraiment. Donc, j'ai pris un trio, noix tigrée, fécule de pommes de terre et de bananes, bananes vertes. Et de bananes vertes. C'est pas mal, c'est un mélange de trois. J'ai trouvé ça pas mal. Avec ça, je suis vraiment bien au niveau de l'appétit, de l'envie de manger. Non, ça a un effet vraiment calmant. Et ça, comme c'est Boulardi, c'est un outil pour l'histamine. Hein. Mais attention, trop de polyamine, c'est pas bon non plus. Donc, c'est vraiment apprendre quand on a la diarrhée, quand on a des selles molles tout le temps. Ça peut aider, mais il faut enlever la cause aussi, mais ça peut aider à la réparation. Voilà. D'accord. Docteur Wetchoko, merci infiniment pour cette belle interview. Si vous voulez retrouver donc Lucie Wetchoko, si vous voulez la suivre donc sur les réseaux ou si vous voulez la contacter, vous aurez donc tous les liens sous la vidéo. Vous pourrez donc la contacter ou la suivre donc ce qu'elle propose et sur le site qu'elle est en train de préparer, qui est déjà moi j'ai regardé, moi je trouve qu'il est déjà pas mal, mais bon, apparemment Non, il non, va mais encore. si, on est en train de finaliser vraiment parce que il y a un an, c'était pas ça, c'est pas ce que je voulais. Bon, j'ai pris du recul maintenant pour dire je vais le faire avec beaucoup plus de temps, pour qu'il soit vraiment par rapport à ce que je veux. Mais par contre, j'ai juste une annonce pour vous et pour ton public. Vous êtes bienvenus le 16 novembre. Le 16 novembre en ligne. Donc, c'est une conférence internationale en français et anglais, donc avec traducteur, pour présenter l'histamine pour tous, pour les médecins, pour les thérapeutes, les pharmaciens, pour les patients.
tout le monde. Vous êtes les bienvenus. Donc dès que c'est lancé, vous aurez accès à toutes les informations là-dessus. Parce que pour moi, aujourd'hui, je pense que on ne peut pas parler de santé sans regarder s'il n'y a pas une charge élevée en histamine, la baisser, et puis de regarder ce qui se passe. C'est mon avis. Je pense que sur 4 ans maintenant que j'ai vraiment approfondi et de ma propre évolution, oui, il faut réduire la charge en histamine. D'accord. Docteur Wechoko, merci infiniment. Merci, merci à toi. Merci. Tu m'as surpris et merci. Je suis heureux de t'avoir surpris, alors c'est parfait. Non, non, franchement, tu m'as surpris parce que je ne m'attendais pas. Mais voilà, parce que tu as bien cerné la personne. Merci. Parfait. Parfait.